Bonjour à tous, nous abordons donc une deuxième séance consacrée au sujet numéro 3 de la voie technologique, un sujet qui se base sur un texte mais qui n'est pas tout à fait une explication de texte, qui peut être traité comme une explication de texte avec une rédaction composée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion comme une explication de texte, mais là nous allons plutôt envisager la possibilité de le traiter avec la particularité du sujet de la voie technologique, c'est-à-dire en répondant aux différentes questions qui, en temps normal, viendraient guider sur le brouillon cette explication de texte. Je le disais dans la précédente séance, c'est un exercice qui réclame une bonne connaissance du texte et il faut bien se garder de passer trop vite sur ce texte et de penser qu'il suffit d'aller y prélever telle ou telle information pour répondre aux questions. De ce point de vue-là, il faut bien voir que les questions vont faciliter le traitement du sujet parce qu'elles vont vous guider et ce sera plus abordable que s'il fallait faire une explication de texte au sens classique du terme, mais elles représentent aussi un piège parce qu'elles peuvent donner, à tort, le sentiment que le travail qui est demandé, c'est un travail rapide, facile, avec quelques questions auxquelles on répond comme ça en quelques minutes. Vous disposez de 4 heures et pour bien faire ce travail, les 4 heures vont être nécessaires. Parce que ce qui va compter, ce n'est pas tant le temps que vous passez à rédiger votre réponse, c'est le temps que vous passez à la préparer. Et la rédaction que vous allez rendre sur les copies du bac ne doit être que le compte-rendu de ce travail important qui a été fait avant au brouillon pendant une assez large partie du temps de l'épreuve. De telle sorte que, généralement, sur les 4 heures de l'épreuve, je vous recommande de consacrer à peu près la moitié, et peut-être même un peu plus si c'est nécessaire, au brouillon, et de ne garder qu'une moitié, voire un peu moins, surtout sur ce sujet-là, pour la partie rédaction. Il serait absolument catastrophique, par exemple, d'estimer qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, on est en mesure de rédiger son devoir et de commencer à faire sa copie définitive. Il faut bien comprendre que le texte philosophique, c'est un texte complexe, c'est comme un mécanisme d'horlogerie. Il faut exactement observer la façon dont les rouages fonctionnent les uns vis-à-vis des autres, et ça prend du temps. Le texte ne va pas se livrer tout de suite, parfois on va partir sur des fausses pistes, il va y avoir des points encore très nébuleux, et ça n'est que petit à petit, en plusieurs dizaines de minutes, que l'on va peu à peu voir le texte se déverrouiller pour soi. Ce que je vous propose donc dans cette deuxième séance, c'est de vous indiquer justement quel est tout ce travail qu'il faut faire préalablement à la rédaction de votre devoir. En somme, comment faire pour étudier le texte afin de l'avoir bien compris pour ensuite mieux l'expliquer. Et là, l'essentiel va être de lire et de relire plusieurs fois le texte. De faire en sorte de ne pas miser sur une première connaissance imparfaite et approximative de cet extrait, mais d'y revenir très régulièrement et de se pencher sur ce texte avec à chaque fois des demandes spécifiques, avec à chaque fois une question à lui poser pour pouvoir en extraire une donnée particulière. Alors on va commencer par deux lectures qu'on pourrait qualifier de généralistes parce qu'elles ont pour ambition de simplement prendre contact avec le texte. Vous allez déjà de toute façon avoir la première lecture que vous faites le jour de l'épreuve pour découvrir les différents sujets et savoir si vous allez plutôt traiter l'explication de texte ou l'une des dissertations. Ça fait une première lecture du sujet. Une autre lecture généraliste consistera, un peu après cette découverte du sujet, lorsque vous aurez réfléchi à ce que vous allez traiter, à refaire, surtout si vous partez de l'idée que vous allez traiter l'explication de texte, à refaire une lecture de confirmation du sujet, pour ne pas vous décider sur la base d'une seule et insuffisante lecture du texte. À partir du moment où vous avez fait ces deux lectures-là, sachant que vous pouvez très bien consacrer 10 minutes, un quart d'heure à travailler un peu chacun des sujets, histoire de voir ce que vous êtes capable d'en sortir avant de vous dire tiens effectivement c'est bien ça
que je veux traiter, c'est là que je me sens plus à l'aise. Et il vaut mieux prendre ces 10 minutes ou ce quart d'heure pour confirmer que c'est le bon choix, plutôt que de s'embarquer dans une direction et puis au bout d'une demi-heure, une heure, se dire non, décidément, j'y arrive pas, et changer à ce moment-là, parce qu'on aura perdu bien plus de temps. Donc, vous prenez le temps de choisir, vous faites 2 premières lectures de prise de contact et de confirmation dans votre choix du sujet, et à partir du moment où vous avez validé le fait que c'est le texte que vous allez traiter, alors je vous conseille d'enchaîner avec 3 lectures plus spécifiques, 3 lectures que j'appelle des lectures orientées. Lecture orientée, ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez aborder le texte avec en tête une question bien particulière que vous allez poser au texte et dont vous allez essayer de trouver la réponse. La première lecture orientée, elle doit vous permettre d'identifier le thème du texte. Alors c'est un point important parce que, je le disais dans la première séance, la différence que vous allez pouvoir faire avec des élèves qui sont mal préparés à l'épreuve, elle vient du fait que vous allez afficher auprès de votre examinateur la connaissance des conditions de l'épreuve. Et l'un des points qui permettent très rapidement d'identifier un élève qui n'est pas préparé à cette épreuve, c'est la confusion qu'il va commettre entre le thème et la thèse. Le thème, c'est la question la plus générale qu'on peut se poser sur le texte. Ça répond à la question de quoi ça parle. Et pour répondre à cela, il faut être capable de cibler la thématique du texte en un mot ou deux. Par exemple, c'est un texte sur le bonheur. Ou alors, c'est un texte sur la science. Ou alors, c'est un texte sur l'art. Parfois, ça peut être 2 notions, et alors le thème, c'est la relation entre ces 2 notions. Par exemple, c'est un thème sur le bonheur et le désir. Ou alors, c'est un thème sur le rapport entre la vérité et la science. Ou encore, c'est un thème sur le rapport entre la raison et la religion. Mais on ne va pas au-delà. On a vraiment une phase ici qui est une phase de synthèse. On doit être capable de pointer du doigt le plus exactement et le plus brièvement possible ce thème. Si vous commencez à vous embarquer dans des réponses qui font des phrases entières, voire un paragraphe, c'est que vous passez à côté de ce qui vous est demandé. Le but, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit pour guider peu à peu votre lecture, un peu avec une méthode d'entonnoir, c'est-à-dire que on va resserrer au fur et à mesure vers le cœur de l'extrait. Alors, ce qui va vous aider à identifier ce thème, c'est par exemple la présence massive d'un vocabulaire dans l'extrait. Si effectivement vous voyez revenir plusieurs fois un même concept, surtout, évidemment, surtout si c'est l'une des 7 notions de notre programme, c'est un indice quand même très fort en faveur du fait que ce terme-là, c'est le thème de notre extrait. Veillez bien cependant à ne pas choisir un thème qui ne couvrirait pas l'ensemble du sujet, l'ensemble du texte, et qui serait très présent à un des moments du texte, mais pas pour le reste, pour l'ensemble de l'extrait. Donc première lecture orientée, le thème autour de la question de quoi ça parle. Deuxième lecture orientée, on reprend la lecture de l'extrait et on se pose la question cette fois-ci du problème. Quelle est la difficulté qui est abordée dans ce texte sur ce thème-là? Et la réponse qu'on va donner à ce point-là, elle doit tenir en une phrase interrogative. Une phrase interrogative qui ressemble en fait à un sujet de dissertation. Comme si le texte que vous avez à expliquer était un morceau de la dissertation du philosophe et qu'on vous demandait quel pouvait bien être le sujet qui lui a fait faire cette dissertation-là. Donc une phrase interrogative, pas plus. Là aussi, c'est synthétique, on essaye de cibler le plus exactement possible ce problème. Et on voit pour faire un problème qui, premièrement, est coordonné avec le thème. Si on a dit que le thème c'est le bonheur ou si c'est le lien entre la raison et la religion, il faut qu'on retrouve ces éléments-là dans le problème. Et puis on essaye de bien préciser le début de sa phrase interrogative. Ce ne sera pas la même chose selon qu'on commence par un pourquoi, par un comment, par un en quel sens, dans quelle mesure, peut-on.
Et ça peut être intéressant justement de tester ces différentes hypothèses, de faire varier un peu l'amorce de la phrase interrogative pour saisir les nuances et pour aller vers une réponse la plus adaptée au texte qui soit possible. Partez de toute façon du principe qu'il est assez peu probable que vous ayez toutes les bonnes réponses dès la première tentative. Que là, au moment où on est en train de faire ce travail-là, ça fait 5 à 10 minutes qu'on travaille sur le texte, c'est encore un peu tôt. Il est très probable que le texte ne se soit pas livré complètement, et donc on note des idées sur son brouillon. On ne se contente pas de mettre quelques annotations, quelques coups de crayon sur le texte lui-même, on a vraiment un brouillon sur lequel on prend des notes, et on part du principe qu'on sera sans doute amené à y revenir un peu après, à rectifier lorsque, au bout d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, d'une heure de travail sur le texte, on le connaîtra de mieux en mieux et on sera de plus en plus capable de cerner ce qui vraiment est l'essentiel dans ce texte. Donc la proposition de thème et puis la proposition de problème que l'on fait à ce moment-là, on s'attend à ce qu'elles aient besoin d'être rectifiées, améliorées à mesure que notre connaissance du texte va progresser. Troisième lecture orientée, c'est la dernière en l'occurrence, on va se mettre à la recherche de la thèse. Et la thèse, c'est aussi un point sur lequel il y a souvent des malentendus. Ça fait l'objet d'une des questions du devoir par la suite. Et là aussi, on repère assez facilement les élèves qui sont arrivés sans se préparer. Si vous montrez que quand on vous interroge sur l'idée principale du texte, c'est-à-dire sur sa thèse, vous savez que ça n'est pas la même chose qu'un thème, vous allez tout de suite signaler à votre correcteur que vous avez fait le nécessaire pour arriver bien préparé à l'épreuve. Donc, la thèse, c'est la réponse à la question qu'on a formulée pour indiquer le problème. Pour le problème, on a fait une phrase interrogative. Eh bien, la thèse, c'est la phrase déclarative, elle peut être affirmative ou négative, peu importe, qui permet de répondre à ce problème. Évidemment, on va faire en sorte de coordonner la thèse avec le problème et de s'assurer que la phrase que l'on écrit pour la thèse, elle va bien avec le problème que l'on avait identifié avant. Donc, on va reprendre la lecture du texte en se demandant quelle est sa position sur ce problème. Deux petites mises en garde à ce propos. Premièrement, il n'y a pas nécessairement dans le texte une phrase qui serait quelque chose comme la phrase la plus importante de l'extrait et qui contient en elle-même la thèse de l'auteur. Parfois, cette thèse, elle apparaît progressivement, elle n'est pas dans une seule phrase et c'est au lecteur de la reconstituer. Donc ne faites pas comme si c'était un jeu de repérage dans l'extrait en disant c'est la quatrième phrase qui contient la thèse de l'auteur, ça n'est pas toujours comme ça. Deuxième mise en garde, faites attention, tout ce qui est dit dans le texte n'est pas forcément la pensée de son auteur, n'est pas nécessairement la thèse qu'il défend. Ça ne veut pas dire qu'il ment ou qu'il est hypocrite, mais ça veut simplement dire que parfois, pour exposer son idée, il a besoin de se référer aux pensées, par exemple, de ses adversaires ou à une idée assez commune pour, par contraste, exposer son idée. Donc on doit bien faire la part des choses dans le texte entre ce qui est dit par l'auteur parce qu'il y croit, et ça c'est sa conviction, c'est sa thèse, et ce qui est dit par l'auteur pour se démarquer de ce en quoi il ne croit pas et préparer l'arrivée de sa thèse. Donc normalement, à ce stade-là du devoir, vous avez le thème, le problème et la thèse. Ainsi, tout ce que vous allez lire dans la suite doit être fait pour être en cohérence avec ça. Ça doit vous permettre de ne pas trop dériver, de ne pas trop vous éloigner de l'essentiel du sujet, afin de pouvoir éviter de faire une sorte de hors-sujet, de mener le texte vers un contresens complet. À ce stade-là du travail de préparation du devoir, on a donc obtenu trois informations essentielles sur le texte. Son thème, son problème et sa thèse. Il reste une quatrième information qu'on n'a pas encore obtenue, c'est son plan, mais ça, on ne va pas pouvoir l'obtenir avec une quatrième lecture orientée. Parce que ça demande des réglages, ça demande une certaine minutie,
Et donc il va falloir changer de stratégie pour aborder ce quatrième point qu'est le plan. Pour cela, je vais vous recommander quelque chose qui peut être un peu fastidieux, qui va prendre du temps, mais c'est pas grave puisqu'on a 4 heures pour faire cette épreuve et qu'il faut passer du temps au brouillon, donc l'occasion de faire les choses correctement. Je vais vous recommander de couper chacune de vos feuilles de brouillon en deux, de la séparer par un trait, et de noter sur chaque moitié de feuille de brouillon une phrase du texte, dans l'ordre. Donc première page, en haut, la phrase numéro 1, en bas, la phrase numéro 2, au dos, la phrase numéro 3, en bas, la phrase numéro 4, et ainsi. Alors généralement, les phrases des philosophes sont assez longues, donc dans un extrait d'une quinzaine, vingtaine de lignes, il n'y a pas des dizaines et des dizaines de phrases. Il y en a quelques-unes, 8 maximum, pas forcément plus. À voir selon les cas de figure, ça varie, mais généralement, c'est pas tant que ça. Et on va regarder en détail chacune de ces phrases. Le travail que l'on va faire sur la phrase que vous avez notée sur une demi-feuille, ça va constituer l'essentiel du brouillon et c'est là-dessus qu'on va se guider pour la suite de notre tâche, c'est-à-dire pour la rédaction du devoir. On ne va pas avoir un plan détaillé comme pour une dissertation, mais on va avoir un relevé, phrase après phrase, du devoir, du texte, afin de bien comprendre comment il est constitué. Si je vous recommande ça, c'est tout simplement parce que la plupart du temps, les phrases des textes philosophiques, ce sont des phrases complexes, des phrases qui sont surchargées d'informations. Et c'est ça qui justement pose problème, nuit à la compréhension du texte par un élève débutant, et c'est ce piège-là qu'il va falloir déjouer. Donc je vous recommande de noter la phrase au milieu de cette demi-page, et ensuite de vous demander quelle est l'information essentielle que cette phrase contient. De vous demander ce que vous devriez garder parce que c'est le minimum qui permet encore d'avoir du sens dans la phrase. Quelque chose comme la base de cette phrase avec son sujet, son verbe et son complément. Et on enlève tout ce qui vient se surajouter à cette base-là. On procède donc à un premier élagage. Une fois qu'on a identifié l'information essentielle, on l'examine de près, on voit de quoi il est question, ce que ça implique, on regarde quels sont les termes choisis et on voit éventuellement quelles sont les nuances qui pourraient être apportées, pourquoi c'est ce mot-là plutôt qu'un autre, quelle idée il amène plutôt que tel autre mot qui lui serait proche mais qui ne serait pas tout à fait, qui n'apporterait pas la même idée dans le texte. Et à partir du moment où on a bien saisi cette base du texte, alors on va chercher chacun des éléments qu'on a écartés, chacun des petits morceaux de phrase, une proposition subordonnée, une précision qui était comme insérée dans la phrase par des virgules, comme des sortes de parenthèses. Et on voit quel est le terme, quel est le point de la phrase qui est complété par cette précision et ce que ça apporte exactement. Et ainsi, au lieu d'avoir une phrase complète qui d'un seul bloc se présente dans le texte, on voit peu à peu se construire une phrase qui commence de manière très embryonnaire et puis qui peu à peu s'élabore, se complexifie, mais là on voit, au lieu que ça nous tombe dessus comme un seul paquet, on voit comment peu à peu les choses se construisent. Et ça nous permet d'avoir une compréhension bien meilleure du texte. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris comment chacun des compléments de la phrase arrive et ce qu'il apporte en arrivant dans la phrase, on obtient sur notre feuille l'ensemble des remarques que l'on va utiliser dans une explication de texte. Et on peut alors passer à la phrase suivante en se demandant, avant de faire le même élagage puis la même reconstitution sur la phrase suivante, quel est le lien logique entre la phrase numéro 2 et la phrase numéro 1. Il y a forcément un lien, c'est un seul et même texte, une seule et même argumentation. Donc il faut se demander si par exemple la phrase numéro 2 vient préciser, vient expliquer un élément de la phrase numéro 1. Il faut se demander si la phrase numéro 2 vient nuancer, voire contester ce qui était dit dans la phrase numéro 1.
Si la phrase numéro 2 est une illustration qui permet de rendre plus accessible le contenu de la phrase numéro 1, etc. etc. Et ainsi, de phrase en phrase. Ça va permettre notamment de bien comprendre que certaines de ces phrases sont très étroitement liées les unes aux autres, et que ce serait donc tout à fait absurde de vouloir les séparer en les répartissant dans deux parties différentes de votre plan. Quand vous allez remarquer, en revanche, qu'une nouvelle phrase amène quelque chose d'un peu plus nouveau que ce qu'on avait avant, que cette phrase ne fait pas bloc avec le reste, n'est pas aussi étroitement liée aux précédentes que les 2, 3, 4 phrases que vous avez traitées avant, ça vous permettra de confirmer que là, cette phrase, elle commence une deuxième étape du texte. Et c'est comme ça que, en menant cet examen de détail, vous allez peu à peu saisir le plan de l'extrait. Avec un découpage qui se fait de manière linéaire, donc premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers du texte par exemple, et qui va répartir l'ensemble du texte en 2, 3 ou 4 étapes. Pas moins de 2, pas plus de 4. Sachant que généralement en voie technologique, on a des textes un peu plus brefs qui sont plutôt d'une quinzaine de lignes qu'une vingtaine, en 4 parties, c'est quelque chose qui sera assez rare. Généralement, ça va plutôt se jouer entre 2 ou 3 étapes. Donc dans ce cas-là, c'est première moitié, deuxième moitié, alors pas forcément des moitiés égales, hein, et sinon premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, mais toujours en respectant l'ordre du texte. Toujours une explication linéaire avec des phrases qui vont donc se regrouper les unes à la suite des autres pour former une étape jusqu'à ce qu'une phrase nouvelle nous fasse comprendre que là, quelque chose d'un peu différent commence et donc on est dans une nouvelle étape. Une fois que vous avez mené ce travail, vous avez une bien meilleure connaissance du texte. Peut-être aussi que ça va vous amener à modifier ce que vous aviez prévu initialement à propos du thème, du problème et de la thèse. Mais en tout cas, vous avez désormais, grâce à ce travail un peu long mais nécessaire, tous les éléments pour pouvoir vous lancer dans les réponses aux questions de la suite du travail. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans la troisième séance.